merci de m'avoir invité à vous parler de la perfusion rénale et me poser cette question. Et comme j'aime aller droit au but, la réponse va être assez simple, à savoir que la validité des outils qui nous permettent d'évaluer la perfusion rénale est absolument incertaine, leur intérêt clinique est non démontré, et il est impossible aujourd'hui de recommander l'utilisation quotidienne de ces outils. Donc la réponse est non. Je pense que vous avez un peu de temps pour aller faire la queue et aller manger. Mais comme je sais que les membres de la commission scientifique dans la salle préféreraient que je poursuive jusqu'à la fin de la communication, j'ai changé un tout petit peu le titre. Et la question est surtout, peut-on monitorer au quotidien la perfusion rénale au cours des états de choc? Et je crois que là, c'est une question très différente. Et je vais essayer de vous démontrer que tous les outils que nous avons en cours d'évaluation sont intéressants, peuvent apporter des informations pertinentes, mais pas forcément sur la perfusion rénale, en tout cas au sens où on l'entendrait. Christophe Klech en a parlé tout à l'heure, l'insuffisance rénale en réanimation, c'est quelque chose qui, dans le cadre des définitions actuelles, est extrêmement fréquent, puisque vous savez que quand on regarde la prévalence de l'insuffisance rénale en réanimation, on a 40% des malades qui vont développer une insuffisance rénale et que l'apparition d'une insuffisance rénale est associée à un moins bon pronostic hospitalier et à court terme, mais aussi un moins bon pronostic à long terme. Et vous avez probablement vu passer cette étude qui démontrait que avoir des variations de créatinine de 26 micromoles était associé à un surcroît de mortalité, y compris chez les patients survivants à la réanimation ou survivants à 1 an. Et l'idée est assez simple. Nous avons tous un pool néphronique qui est en excès, on a tous une réserve néphronique. Et lorsque nos malades développent une insuffisance rénale, ça veut dire 3 choses. Ils ont eu, d'une part, une agression rénale suffisante pour dépasser la réserve néphronique. Deuxièmement, ils ont une baisse du débit de filtration glomérulaire de plus de 40%, ce qui est énorme. Et la troisième, c'est qu'ils ont cette baisse du débit de filtration glomérulaire pendant plus de 4 à 6 heures, ce qui est beaucoup. Et en pratique, on peut revenir sur ce que disait Bertrand Souveine ou ce qu'avait dit Louis Forny il y a un peu plus d'1 an maintenant, à savoir que très probablement, le fait d'être exposé à la réanimation, c'est déjà être exposé à une agression rénale, c'est déjà avoir une perte néphronique, et très probablement, si on était capable d'ajuster sur les principaux facteurs confondants, un malade qui passe en réanimation a déjà un facteur de risque de néphropathie chronique, il est passé en réanimation. Donc nos malades ont une agression rénale. Ils ont quasiment tous une agression rénale et les critères que l'on utilise sont imparfaits. Très certainement, l'hypoperfusion, que ce soit l'état de choc, l'hypoperfusion relative, joue un rôle important. Vous avez vu tout à l'heure dans le papier Duchino, c'est quasiment la première cause d'agression rénale. Les 5 premières causes sont le choc ou l'hypoperfusion. Et on manque d'outils qui nous permettent d'individualiser ce que l'on va apporter comme traitement à nos malades. On a tous fait les gardes où on a 2 ou 3 fois dans la nuit l'infirmière qui vient nous dire que monsieur X ou madame Y a une oligurie. Et la réponse à ce moment-là doit être de savoir évaluer la perfusion rénale pour avoir un traitement adapté ou l'absence d'intervention thérapeutique. Ça amène à la notion de réponse rénale au traitement. Et bien évidemment, on aimerait bien avoir un outil qui nous permette d'évaluer à un temps donné quel est le degré d'hypoperfusion rénale d'un malade afin de pouvoir apporter une réponse adaptée, ce qui n'est pas actuellement possible. Il y a 3 outils qui ont été proposés, qui sont en cours d'évaluation, donc je ne vais pas vous mentir, je ne vous apporterai pas de réponse définitive, mais il y a l'index de résistance, qui n'est pas un index de résistance mesuré au niveau de l'artère rénale, mais bien au niveau intrarénal. Il y a l'évaluation semi-quantitative de la perfusion rénale qui peut se faire à l'aide du Doppler couleur. Et il y a le Doppler avec apport de produits de contraste sous forme de microbules qui pourrait avoir un intérêt un peu plus important pour mesurer la perfusion rénale. L'index de résistance, c'est un outil qui est connu maintenant depuis 30 ans, qui a beaucoup été utilisé au début des années 90, qui a provoqué un engouement formidable. Et les gens, probablement parce qu'ils ont oublié les différentes limites dont on va parler là, ont un peu laissé de côté cet outil, en oubliant que même s'il y a des facteurs confondants ou des limites à l'utilisation d'un outil diagnostique en réanimation ou en dehors de la réanimation, ça ne veut pas dire que l'outil n'a pas d'intérêt. Pour mesurer un index de résistance, il faut tout d'abord avoir une localisation du rein en échographie 2D et puis faire une cartographie couleur de la perfusion rénale. Vous avez ici la cartographie qui est réalisée sur ce rein, avec ici les artères interlobaires puis arquées. Et à l'aide
de Doppler pulsé, on va avoir une évaluation des vélocités systoliques et diastoliques. L'index de résistance étant mesuré par le rapport entre les vélocités systoliques de pic moins la vélocité diastolique sur la vélocité systolique de pic. C'est donc un indice qui va de 0 à 1. Chez le sujet sain, il est entre 0,5 et 0,7. Et aux âges extrêmes de la vie, chez le nourrisson et chez la personne âgée, il va augmenter. On aura l'occasion de discuter des raisons de cette augmentation. C'est quelque chose qui est très facile à mesurer, qui est assez rapide. Lorsque l'on regarde si des gens qui sont habitués à l'échographie, maintenant vous l'êtes tous, peuvent apprendre à faire un index de résistance chez des malades de réanimation, dans ce travail que nous avions réalisé avec David Schnell, on avait montré qu'une demi-journée de formation, avec une petite partie théorique d'une demi-heure à 1 heure, suivie d'une mise en pratique au lit du malade, suffisait pour la plupart des jeunes médecins qui avaient été formés à réaliser un index de résistance. En effet, sur les 69 malades qui avaient été évalués et chez qui un indice de résistance avait été mesuré à la fois par le junior puis par le senior, vous voyez que chez 68, on a pu avoir une mesure par le junior et que les résultats de l'index de résistance mesurés par le junior et par le senior étaient à peu près identiques, une très bonne corrélation entre les deux. Je dis à peu près parce qu'il n'y a pas de biais systématique. Ça, c'est une courbe de Bland et Altman. Vous avez ici les différences entre le junior et le senior, ici l'index de résistance moyen. Vous voyez que les résultats moyens obtenus sont identiques. Hein. La différence entre les deux mesures est nulle. Par contre, il y a quand même une variabilité dans la mesure qui est assez importante, puisque l'intervalle de confiance de 95% va de plus 0,1 à moins 0,1, c'est-à-dire 20% de variabilité, ce qui est beaucoup, et ce qui théoriquement signifie que des variations d'index de résistance inférieures à cet intervalle de confiance ne devraient pas pouvoir être prises en compte. Il y a une question à laquelle nous n'avons pas encore répondu, c'est savoir si cet intervalle de confiance important est lié à l'absence de pratique des juniors ou est une erreur systématique de mesure qui est liée à la technique. Et ça reste une question qui est entière. Néanmoins, dans tous les résultats que je vais vous montrer après, il faut garder en tête que lorsque les variations d'index de résistance observées sortent de cette fourchette de plus ou moins 0,1, et on peut légitimement se demander si on est en train d'observer des différences qui sont des différences liées à la mesure ou des différences liées aux patients et aux variations d'index de résistance. Alors, les études menées pour évaluer la perfusion rénale au sens large, il y en a plusieurs, j'en ai sélectionné 3. La première, c'est cette étude de Loschke, qui est la première à avoir été réalisée. Elle est assez intéressante. Hein. Des patients avec ou sans insuffisance rénale ont été exposés à des doses dites rénales de dopamine, 2 microgrammes par kilo par minute. Et c'est une étude en crossover, c'est-à-dire que les malades recevaient en alternance des séquences dopamine placebo dans un ordre qui était randomisé. Ce que vous pouvez observer, c'est que chez les patients sans insuffisance rénale, il y a une baisse de l'index de résistance, mais vous voyez qu'elle est modeste, 0,05. Et chez les patients avec une insuffisance rénale, il y a une augmentation de l'index de résistance, mais là encore plus modeste, puisqu'on est à 0,03 de modification. La conclusion des auteurs, c'est que peut-être la dopamine chez les malades avec une insuffisance rénale entraîne une augmentation des résistances vasculaires rénales. Et je mets entre guillemets cette conclusion parce que vous verrez qu'il est très difficile d'affirmer que les variations d'index de résistance sont liées aux variations de résistance vasculaire rénale. Le deuxième papier qui est très intéressant est le papier de De Rudre, qui avait été réalisé dans l'équipe de Jacques Duranteau, où des patients exposés à de la noradrénaline avaient eu une augmentation progressive des doses de noradrénaline pour avoir une PAM cible 65, puis 75, puis 85 mm de mercure de pression artérielle moyenne. Et ce qui était observé, c'est une diminution systématique de l'index de résistance lorsque l'on passait de 65 à 75 mm de mercure, suggérant ou interprété, là encore, comme une baisse des résistances vasculaires rénales, alors que lorsque l'on augmentait encore la noradrénaline pour avoir 85 mm de mercure de pression artérielle moyenne, on avait une augmentation de l'index de résistance chez certains malades avec une grande hétérogénéité, suggérant probablement que l'impact des variations de noradrénaline pour des PAM cibles différentes pouvait différer d'un malade à l'autre. Là, encore une fois, c'est une interprétation qui est assez complexe, avec des variations qui sont chez certains malades assez importantes, mais chez d'autres tout à fait modestes. Et puis le troisième, c'est le travail que nous avions réalisé avec David Schnell, où on avait regardé l'impact
d'un remplissage vasculaire chez des malades de réanimation qui avaient un Doppler œsophagien, et on avait comparé les variations d'index de résistance chez les malades qui avaient une réponse systémique macrocirculatoire au remplissage vasculaire, à entendre par augmentation du volume d'éjection systolique. Et nous avions été assez déçus de voir que l'index de résistance n'était pas modifié après remplissage vasculaire, et ce que ce soit chez les malades avec réponse au remplissage et les malades sans réponse au remplissage. Et de manière très intéressante et un peu surprenante, nous n'avions pas de différence entre les patients qui avaient une insuffisance rénale et les malades qui n'en avaient pas, suggérant que essayer de distinguer la réponse rénale au remplissage à l'aide du Doppler pouvait être quelque chose de compliqué. Alors, l'interprétation de toutes ces études est assez compliquée. Elle est rendue complexe par la signification de l'index de résistance. Et Nicolas Leroll avait eu tout à fait raison dans un éditorial de Critical Care de souligner que le non-index de résistance nous induit en erreur. On a tendance à croire que l'index de résistance évalué par le Doppler reflète les résistances vasculaires rénales, alors que le nombre de facteurs impliqués dans l'index de résistance est absolument astronomique. Je vous ai mis ici les plus fréquents. Et vous voyez qu'il y a certes les résistances vasculaires, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais la PO2, la PCO2, la pression pulsée, la pression artérielle moyenne, l'âge du patient, la fréquence cardiaque sont des facteurs confondants qui peuvent participer à l'évaluation de l'index de résistance. Bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est les résistances vasculaires rénales, mais malheureusement, je dois vous avouer que le principal facteur qui va modifier l'index de résistance, ce n'est pas les résistances vasculaires rénales, mais c'est bien la compliance vasculaire, c'est-à-dire la distensibilité des vaisseaux. Ce qui veut dire que les malades avec une agression rénale préexistante et des lésions vasculaires rénales sous-jacentes vont avoir un index de résistance élevé. Les malades avec un phénomène rénal aigu, et notamment un œdème interstitiel dont on sait qu'il participe dans l'apparition de l'insuffisance rénale en réanimation, vont avoir une diminution de la compliance et donc une augmentation de l'index de résistance. Et d'un outil qui se voulait hémodynamique, on est probablement plus sur un outil synthétique qui va nous parler à la fois du rein, du contexte, des antécédents du malade et des phénomènes aigus qui sont apparus. Ça ne veut pas dire que c'est inintéressant, mais probablement que pour évaluer la perfusion rénale, ça a un intérêt limité. D'ailleurs, dans les études qui ont démontré qu'il y avait une relation entre résistance vasculaire rénale et index de résistance, on a des études comme celle-là, c'est une étude animale. Vous voyez qu'effectivement, on a une corrélation entre les changements ici de résistance vasculaire et ici l'index de résistance. Vous voyez qu'on a une augmentation qui n'est pas linéaire puisque l'échelle est logarithmique, mais néanmoins on a une augmentation des résistances vasculaires rénales avec l'augmentation des résistances de l'index de résistance avec l'augmentation des résistances vasculaires rénales. Mais vous voyez aussi l'échelle que vous avez. Vous avez une augmentation qui est tout à fait modeste, 0,05 d'index de résistance. On est en plein dans l'intervalle de confiance de la mesure. Mais surtout, regardez en bas, une augmentation d'un log des résistances vasculaires rénales. Alors, ce n'est pas intuitif, mais c'est une augmentation qui est supraphysiologique, induite par les médicaments, se traduit par des modifications tout à fait faibles d'index de résistance. Et je ne crois pas que je recommanderais l'utilisation de l'index de résistance pour évaluer les résistances vasculaires rénales aujourd'hui. Le deuxième élément qui induit en erreur, c'est la perfusion rénale et la vascularisation rénale. Et on oublie que la vascularisation rénale est une vascularisation en série, c'est-à-dire que la perfusion médulaire est issue directement des artérioles efférentes, ce qui veut dire que lorsque l'on mesure l'index de résistance ici, on va mesurer à la fois ce qui va se passer au niveau de l'artériole efférente et de la médulaire. Et bien évidemment, ce n'est pas Bertrand Souven qui adore cette partie-là qui me contredira. Ce n'est pas la même chose d'avoir une vasoconstriction médulaire ou d'avoir une vasoconstriction de l'artériole efférente en termes de fonction ou en termes de conséquences sur le débit de filtration glomérulaire. Enfin, et c'est la conclusion de cette partie qui est dirigée vers l'index de résistance, ce papier qui était réalisé chez des patients transplantés apporte des informations tout à fait pertinentes sur l'intérêt de l'index de résistance. Oui, quand on a un index de résistance élevé chez les patients transplantés qui ont eu une biopsie, on a plus souvent une nécrose tubulaire. Néanmoins, il n'y a pas d'association indépendante entre les deux. On a plus de nécrose tubulaire parce que les malades qui vont développer la nécrose tubulaire sont les patients hypertendus avec des lésions rénales préexistantes et ce sont les malades qui sont le plus exposés à développer une nécrose tubulaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter l'index de résistance. À titre personnel, je pense qu'on est très mauvais pour évaluer la fonction rénale préexistante de nos malades, les facteurs de risque de ces derniers. Et si on peut avoir un outil qui permet de faire une synthèse du rein des facteurs de risque d'insuffisance rénale et
permettre ainsi de prédire le devenir de la fonction rénale, je crois que ça reste intéressant, mais ça ne veut pas dire évaluer la perfusion rénale. L'évaluation semi-quantitative, je vais faire très court, il y a très peu de données dans la littérature, c'est assez séduisant, hein, c'est assez rapide. Une fois que vous avez fait votre cartographie rénale, une fois que vous avez votre cartographie de perfusion, vous avez une évaluation semi-quantitative sur une échelle qui va de 0 à 3 de la perfusion rénale à l'aide du Doppler couleur. Ça prend 30 secondes. Et ça, contrairement à l'index de résistance qui était réalisé chez 68 malades sur 69, c'était réalisé par tous les juniors systématiquement. Et de manière tout à fait intéressante dans l'étude que je vous ai montrée avant, il y a une corrélation qui est assez bonne entre index de résistance et perfusion semi-quantitative, c'est-à-dire que ça pourrait être un moyen plus simple de mesurer la perfusion en couleur et d'approcher l'index de résistance sans que pour autant, encore une fois, on soit en train d'évaluer la réponse hémodynamique rénale à un phénomène aigu. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de moyen d'approcher la perfusion rénale? Il y a un outil qui est en cours de développement. Il y a des données préliminaires que je vais partager avec vous. Mon interprétation de ces données, elle est très personnelle. Hein. Je crois qu'il y a des gens qui sont des believers. Je n'en suis pas. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. C'est le Doppler avec injection de produit de contraste. Le produit de contraste, ce sont des microbules qui vont être visibles en échographie, mais aussi détruites par les ultrasons. Et les séquences destruction, réapparition des microbules va permettre d'avoir une idée à la fois du volume sanguin rénal et à la fois du temps de transit de ces microbules, permettant d'approcher la perfusion rénale. Ça, c'est la théorie. Dans les modèles expérimentaux, notamment lorsque l'on regarde au niveau cardiaque, ça semble bien marcher. Au niveau rénal, on a moins de données, et des données qui sont beaucoup plus complexes à analyser. Ici, vous avez l'exemple, vous avez le rein, vous avez ici un rein qui a déjà eu du produit de contraste, et vous avez ici la zone d'intérêt en jaune, qui est le cortex rénal, où l'évaluation de la perfusion rénale à l'aide de ce Contrast Enhanced Ultrasonographie a été réalisée. Alors, les données chez le volontaire sain sont assez intéressantes. Ça, c'est une étude qui a été réalisée chez 20 sujets sains qui recevaient d'abord de l'angiotensine 2 à dose croissante, puis un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Et les volontaires sains avaient à la fois le Doppler et à la fois une mesure du débit sanguin rénal par une méthode de référence qui est l'acide para-aminohypurique, avec des résultats qui sont ici. Vous avez à gauche les données de l'acide para-aminohypurique, à droite les données de perfusion rénale à l'aide du Doppler avec injection de produit de contraste, et vous voyez qu'il y a une corrélation entre les variations de perfusion à l'aide du Doppler et les variations de perfusion à l'aide de l'acide para-aminohypurique, suggérant que cet outil pourrait permettre d'évaluer une réponse rénale à une intervention thérapeutique, en tout cas chez les sujets sains. Très peu de données chez les patients. Chez les patients, on a cette étude qui est très préliminaire, qui est une étude de preuve de concept, qui a été réalisée chez 4 patients cirrhotiques avec syndrome hépatorénal qui recevaient de la terlipressine. Vous avez le volume sanguin rénal, qui est le premier indice que l'on mesure, et le temps de transit, qui est le deuxième indice que l'on mesure, avant, après terlipressine. Et moi, ce qui m'a frappé dans ce travail, c'est que vous voyez qu'il y a une grande discordance dans les variations d'un malade à l'autre ou au sein des différents patients. Et d'ailleurs, les auteurs soulignent qu'il n'y a aucun rapport entre les caractéristiques cliniques ou l'évolution du syndrome hépatorénal après injection de terlipressine et les données observées en Doppler. Cette étude, c'est des patients avec noradrénaline, ces patients choqués qui vont recevoir de la noradrénaline, et les auteurs ont réalisé un Doppler avec injection de produit de contraste avant, après noradrénaline, et vous voyez que malheureusement, que ce soit sur le volume sanguin relatif, le temps de transit ou les indices de perfusion qui est dérivé des deux autres, il n'y a pas de variation. Mais ce qui est beaucoup plus embêtant, c'est qu'il n'y a aucune corrélation entre les caractéristiques cliniques du malade, l'évolution après noradrénaline, l'existence d'une insuffisance rénale ou la reprise d'une diurèse après retour de la perfusion et les variations d'index de perfusion corticaux, ce qui suggère que si ça marche, il va falloir redéfinir complètement la sémiologie chez ces malades-là. Mais beaucoup plus important encore que l'absence de corrélation aux caractéristiques cliniques, et pourtant, moi, ça suffirait à me faire mettre cet outil de côté dans un premier temps. Ce qui est très embêtant, ce qui est marqué en pointillé dans les différentes études. La première, c'est que la variabilité de la mesure est de 25%, principalement parce que c'est le temps de transit qui est l'outil qui nous permet d'apprécier la perfusion rénale, qui a 25% de variabilité, ce qui veut dire que des variations d'indice de perfusion de moins de 25% ne peuvent théoriquement pas être interprétées. Et puis la deuxième, c'est que les données sont discordantes entre les deux mesures principales, temps de transit et volume sanguin global, chez 25% des malades. Alors,
je ne sais pas pour vous, mais moi, un outil qui donne des résultats discordants chez un quart des malades et avec lequel je ne peux pas interpréter des variations de perfusion de moins de 25%, ça me semble difficile. Mais encore une fois, on est au début de l'utilisation de cet outil. Peut-être que ça apportera des réponses. Pour l'instant, je ne sais pas encore si c'est un outil qui va être utile ou qui va être mis de côté. Les messages clés de ma présentation. Alors ça pourrait être négatif, je ne crois pas qu'il faut que ce soit négatif. Très clairement, il y a un intérêt théorique, mais non démontré, à évaluer la perfusion rénale. On n'a aucun outil qui est suffisamment validé. L'index de perfusion, c'est un outil synthétique. Il y a très probablement peu de lien avec la perfusion rénale au sens où on veut l'entendre, et je crois qu'il ne faut pas l'utiliser pour évaluer les variations de résistance vasculaire rénale. Les mesures semi-quantitatives, je pense que c'est pareil. Et puis, le Doppler avec produit de contraste, on a pour l'instant une signification incertaine. Je pourrais en rester là et rester sur une note un peu négative. Je crois qu'il faut rester très positif et garder en tête que c'est des outils qui sont en cours d'évaluation. Et les deux éléments qui me font être optimiste concernent pour l'instant l'index de résistance, mais j'espère qu'on aura des données avec le produit de contraste qui vont suivre. La première, c'est cette étude de Jacques Duranteau qui est en cours, qui évalue une adaptation individualisée des objectifs de PAM chez des patients, entre autres avec l'aide du Doppler rénal. Et peut-être que je me trompe, peut-être que ça aura un intérêt. Il faut attendre les résultats pour pouvoir l'affirmer. La deuxième, c'est comme je vous l'ai dit, je crois qu'on est très mauvais pour évaluer les malades et les risques d'agression rénale surajoutée. Je pense qu'avoir un outil synthétique comme est l'index de résistance pourrait avoir un intérêt. Et ce résultat que je vous montre, c'est le résultat d'une méta-analyse qui concerne l'intérêt de l'index de résistance, non pas pour évaluer la perfusion rénale, mais pour évaluer l'évolution d'une insuffisance rénale, la réversibilité à court terme d'une insuffisance rénale. Alors oui, il y a une grosse discordance entre des études, avec des études très positives que vous avez ici, qui sont d'ailleurs de très mauvaise qualité méthodologique. Ici, le travail d'Antoine De Witt qui est très négatif et pour des raisons que je ne connais pas mais qui méritent d'être évaluées plus en avant. Mais vous voyez que globalement, on a l'impression qu'il y a des résultats qui sont assez intéressants pour essayer d'évaluer ce que va devenir le patient. Et autant je ne sais pas si mesurer la perfusion rénale, ça a un sens en clinique ou si ça apportera un plus au malade, autant je suis certain qu'être capable de dire comment le rein va évoluer au cours des heures qui viennent aura un sens, notamment pour décider de débuter ou pas une épuration extra-rénale. Je vous remercie de votre attention.